ce que je pourrais dire aussi par rapport à l'ésotérisme, c'est que, il y a toutes ces pratiques de rituels et bon, mais, heu, comment savoir si ces initiations et ces pratiques de rituels ont un effet bénéfique sur la personne? On ne sait pas. Je peux pas vous dire, en fait. Moi, ce que je peux vous dire par expérience, c'est que le reiki, l'énergétique, peut avoir un effet bénéfique, parce que je l'ai constaté par expérience, à condition de bien l'utiliser, à condition de travailler en interaction avec la personne. De même que pour le chamanisme, à travers les voyages chamaniques au tambour. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui a une forme de validité. Après, les pratiques de rituels qu'on va faire chez soi ou, dans un certain cercle, j'en sais rien franchement, je sais pas. Après, si les gens nous disent que le fait de faire ça ou faire ce rituel-là, ça leur a fait du bien et qu'ils se sentent mieux, OK, voilà. Que dire de plus, en fait? C'est ça que je veux dire par là, c'est que, au bout d'un moment, pour moi, ce qui va être le vecteur principal, c'est le principe du réel, en fait, le principe de réalité. C'est-à-dire, est-ce que concrètement, la personne retrouve une autre dynamique dans sa vie et se sent mieux? Si c'est le cas, très bien, c'est l'effet qui était escompté. Si la personne, si ça rigidifie la pensée de la personne et ça l'amène à avoir une pensée qui est trop duelle, trop tranchante, qui rejette certaines choses et surtout que ça entraîne une forme d'enfermement dans sa vie, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Voilà, je pose juste la question. Si la personne, quand elle fait le rituel, elle est pas du tout dedans et le fait d'appeler, des archanges ou ça lui parle pas, ben dans ces cas-là, peut-être que c'est pas bon, c'est pas ce qu'il lui faut pour elle, en fait. Donc en gros, voilà, moi ce que je veux remettre et recontextualiser par rapport à tout ça, c'est que encore une fois, ce que je dirais à quelqu'un qui pratique l'ésotérisme, c'est: «OK, c'est très bien tout ça, c'est très intéressant, c'est sourcé, il y a des choses qui sont sérieuses, enfin qui paraissent effectivement, bien cadrées, mais concrètement parlant, qu'est-ce que tu en retires, en fait, dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce que ça t'apporte?» C'est ça. Et si pour la personne, ça lui apporte quelque chose et qu'elle se sent mieux en faisant tout ça, OK. Par contre, moi, j'aurais ce point de vue suivant. Si ça enferme la personne dans une façon de penser qui, trop clivante, pour moi, psychologiquement parlant, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que quelque chose de trop clivant peut entraîner une forme de clivage également dans la psyché de la personne. Quelqu'un qui fait de la pratique magique avec des rituels cadrés, des choses comme ça, OK, ça va être très sérieux, très, voilà. Mais c'est typiquement une énergie très yang. Et comment la personne travaille sur ses émotions? Est-ce que si c'est un homme, comment il va travailler sur son anima, sur sa sensibilité? Et puis encore une fois, dans l'ésotérisme, j'ai envie de demander aussi, mais alors quel rapport vous avez avec la nature et les plantes? Comment vous intégrez tout ça? Parce que dans le chamanisme, ce rapport-là est lié quand même, hein. D'ailleurs, moi, c'est à travers la pratique du chamanisme, bizarrement que je vous en parlerai, hein, mais qu'après je suis allé plus loin, j'ai fait ma formation en arboristerie. Donc moi, c'est un peu toutes ces questions-là, en fait, toutes ces thématiques qui me laissent à penser que dans la pratique et l'activation de ce sixième circuit, il y a un besoin de se tourner vers des pratiques de changement d'état de conscience
qui peuvent passer par pratique du chamanisme ou certaines formes de rituels. Mais pour que ce soit un vrai travail holistique, il faut que, peu importe la pratique, qu'elle soit non clivante, selon pour moi, et que pour qu'elle soit vraiment holistique, qu'elle travaille sur les 4 aspects de la personne. À la fois le corps, bien-être corporel, à la fois le travail des émotions, connaissance de soi, à la fois un travail mental et également aussi une dimension sociale. Et je pose la question par rapport à ça. Est-ce que s'enfermer dans un groupe, est-ce que c'est vraiment ouvrir son quatrième circuit? La façon dont je vois les choses pour moi, par rapport à toute cette forme d'enseignement et ce qui alimente la chaîne, enfin, mon approche à travers la chaîne Think Holistic, c'est le partage. C'est le partage avec une vision très communautaire, très, comme dans une tribu, comme faisaient les Grecs, au niveau, sur l'agora à l'agora, pardon. Comme faisaient les druides, à l'époque celtique où visiblement les druides dispensaient leur savoir, enfin parlaient comme ça au public, de façon ouverte, comme, dans une tribu, un petit peu chez les Amérindiens où on est autour du feu et on discute et on parle. Et le chamanisme reste pour moi quelque chose de fondamentalement exotérique parce qu'il y a pas de hiérarchie. Il y a pas de maître chaman, en fait. Fondamentalement parlant, non, parce que tout le monde peut apprendre, tout le monde peut faire des voyages chamaniques et les vrais enseignements, ce sont vos esprits qui vont vous les donner. À la limite, avoir un enseignant dans ce domaine peut être utile parce qu'il va vous fournir un cadre, mais après, l'initiation en tant que telle se passe au contact de ces esprits. Et il n'y a pas de forme imposée. Quand les Indiens des plaines font une quête de vision dans le Shibuya, il y a pas de faut faire tel rituel à tel moment, quoi. Non, laissons venir ce qui vient. Laissons venir la synchronicité et le cette connexion spontanée qu'il y a entre notre psyché et la nature et donc l'environnement, en fait. C'est ça que ça veut dire. La problématique que je vois avec ces pratiques ésotériques, c'est que ça peut trop rigidifier parfois le rapport entre notre psyché, notre recherche de symboles, notre recherche de transcendance et le rapport avec notre environnement et donc notre individualité. Et c'est en ça que pour moi, imiter et rigidifier complètement certaines pratiques, quelque part, c'est peut-être en perdre l'essence. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair dans cette vidéo qui commence à être super longue, mais l'idée, c'est d'être dans une forme heu, on travaille sur l'essence, mais la forme peut prendre différents aspects selon les individus. Et dans le corps chamanisme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a des principes, il y a un cadre. McAllen, il a posé entre guillemets «un cadre» en s'inspirant de ce qui existait, hein. Il a pas tout inventé, McAllen, mais il y a un cadre et on reste dans ce cadre, dans cette dynamique, mais après ce qu'on y met dedans, c'est propre à chaque individu. On nous invite à dessiner notre carte du monde invisible. C'est super intéressant. Vous savez pourquoi? Chacune des cartes de chaque personne sont à chaque fois tout le temps différentes. Il n'y a pas une carte, vraiment, il n'y a pas une seule carte qui ressemble exactement à l'autre. Et ça, c'est une preuve, pour moi, ça a été vraiment une preuve de, de l'aspect créatif et individuel propre à chaque individu. C'est le 8e circuit en acte, quoi. Mais sur le fond, la structure avait des similarités. Et ça rejoint complètement l'aspect archétypal, structurant donc,
j'ai envie de dire de la réalité. C'est étonnant, hein? Mais ça, pour que chacun puisse exprimer sa créativité, son individualité, il faut pour cela que on laisse cet espace, on laisse la personne s'approprier, en fait, la pratique pour en faire quelque chose qui lui sera plus individuel, OK? Et je pense donc que et c'est ça que reprochait notamment le Bouddha vis-à-vis de la tradition, parce que le Bouddha, il a dû partir d'Inde, hein. Il est en conflit avec les brahmanes, parce que les brahmanes, c'est un petit peu la même tendance. C'est-à-dire que, voici les enseignements de la tradition, voici comment il faut faire comme ça et pas autrement. Bon, bah, le Bouddha, il a été un petit peu en conflit vis-à-vis de ça. Mais regardez toute la philosophie, tout ce que ça a inspiré derrière. Donc c'est ça. Ce que je vais vous dire sur le fond, je terminerai un petit peu là-dessus, c'est que la pratique du sixième circuit, c'est le changement d'état de conscience. C'est de comprendre qu'en fait, notre cerveau, et donc notre psyché aussi, pardon, est capable de se projeter, est capable de changer d'état de conscience, et est capable de voyager, et est capable d'expérimenter les choses et d'explorer le psychisme. Donc, vis-à-vis de ça, effectivement, explorez le psychisme dans ce qui vous intéresse. C'est vraiment il y a un côté aventure, et suivez vos sens psychiques. C'est-à-dire que suivez votre intuition, suivez votre clairaudience et votre clairvoyance. Je vais en parler, je vais parler de l'approche de Pete Heysterners par rapport à ça dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos, pardon, et explorez, voyez ce qui vous intéresse et surtout, lorsque vous explorez, en tout cas pour moi, essayez de garder à l'esprit cette dimension psychologique. Essayez de voir, tiens, en quoi peut-être que sur ça, je fais une projection, tiens, pourquoi ça me parle autant? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Et ça change complètement la donne. Et ça, c'est peu importe la pratique que vous allez suivre. Peu importe. Même si vous voulez faire du channeling, même si on veut faire du channeling ou du spiritisme, même si je ferai un petit peu attention avec tout ça, mais bon, il faut pas il faut pas fermer la porte. Il faut faire preuve d'esprit critique quand même, pour éviter trop de débordements. Pour moi, ça, c'est essentiel. Mais dans ces cas, l'esprit critique, si on veut rester cohérent, il faut l'appliquer dans tout. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire. Si j'ai eu cette approche critique vis-à-vis de l'amour universel, dans ces cas-là, je l'aurai sur d'autres concepts dont je parlerai. J'essaierai de poser un cadre, de définir leurs limites et surtout de ne pas aller au-delà d'un certain seuil. Parce que c'est ça que je reproche aux personnes qui parlent de l'amour universel. C'est qu'au bout d'un moment, ils dépassent un certain cadre, un certain seuil qui, pour moi, pose problème. Je parle de fait de dépasser ce seuil. Voilà, bon, je pense que cette vidéo a été suffisamment longue, sur le sujet. En tout cas, merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout si ça a été le cas. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu et que ça vous a pas trop embrouillé non plus et que ça vous a pas freiné dans votre envie d'explorer, tous ces aspects-là parce que je pense qu'on a besoin aussi de diversité et c'est important. Voilà. Merci à tous et à très vite. Au revoir.